Bonjour et bienvenue dans ce 20e numéro de 100% janvier, toujours grande surprise avec Claude Janvier. Bonjour Claude. Eh ben oui, bonjour Alexis, ami internaute du jour, bien le bonjour, hein. Et bah oui, c'est étonnant, 20e déjà, et avec du 100% janvier. Ah bah ça me va bien. Ouais, Écoute, ça nous va pas mal aussi, ça nous va pas mal. Alors, vous l'avez vu dans le petit générique d'introduction, mec, Divergence Great Again, c'est noté comme le port-salut sur le mug. Hein, il est beau celui-là Claude. ah il est magnifique. Écoute, alors là, Tu auras bientôt dans ta collection toujours les mugs reverse avec le logo de notre côté de Divergence Politique. Je vous le rappelle, il n'y a que vous qui nous soutenez, personne d'autre ne nous soutient. Ben, l'État, bien entendu, pas du tout. Il préfère donner des millions aux médias mainstream. Donc, il n'y a que sur vous qu'on puisse compter. Donc, c'est important, votre soutien. Vous l'avez vu avec Xavier Moreau dans le petit générique d'introduction de cette émission. Faites un j'aime, s'il vous plaît, à cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour avoir les notifications de tous les prochains programmes. Et puis, bah, si vous voulez nous soutenir, faites un don. C'est important pour qu'on puisse continuer, soit directement via l'application YouTube, il y a la fonction qui est prête pour ça, soit vous le voyez avec le QR code, vous scannez avec votre appareil photo de votre téléphone portable le QR code qui est au-dessus de la petite vignette, et puis bah, vous pouvez nous faire un don tout simplement par PayPal ou bien par Stripe, la plateforme de paiement numéro 1 au monde, Stripe. Allez, Claude, on va rentrer maintenant dans le vif de cette nouvelle revue de presse, de cette 20e revue de presse. Alors, tu as voulu nous parler justement de la loi Yadan pour commencer. Tu voulais nous analyser et nous faire la prospective de ce qui allait se passer avec cette loi Yadan, dont j'affiche à l'écran la petite vignette. bah oui, c'est bien quand même de faire une petite synthèse de cette loi d'exception qui pour l'instant est retoquée, mais justement, attention. Alors déjà, bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vit dans un pays extrêmement libre, hein, qui s'appelle la France, n'est-ce pas? Il y a eu quand même plus de 700 000 signatures d'une pétition contre cette loi Yadan. Ces 700 000 signatures ont été totalement ignorées par la commission des lois. Ça a été balayé d'un revers de main, comme quoi ils ne changeront rien, ils ne la prendront pas en compte. Madame Yadan ment comme un arracheur de dents quand elle dit qu'Israël n'est pas cité dans sa proposition de loi, mais bien sûr que si, Israël a été cité au moins 17 fois. Donc, Madame Caroline Yadan, bah, elle ment. En fait, on se demande, c'est une députée de la Knesset ou c'est une députée de l'Assemblée nationale française? On finit par se demander, parce que là, ça commence à devenir bizarre. En plus, alors donc, d'après elle, elle a pondu il y a longtemps une loi, mais tellement cette loi était d'exception qu'elle a fait quand même machine arrière, tout ça soi-disant pour laisser la liberté d'expression. En réalité, pas du tout. Donc, critiquer Israël aujourd'hui serait, d'après cette loi, antisémite. À partir du moment où on va oser critiquer le gouvernement israélien ou oser critiquer le sionisme, on va basculer directement dans l'antisémitisme. C'est quand même extraordinaire. C'est une loi donc généraliste. Alors après, elle a été un peu ennuyée, Madame Yadan, parce que critiquer un État dans sa loi serait condamnable. Mais pas de chance, la France a reconnu l'État de Palestine. Donc, c'est-à-dire si on critiquait la Palestine, ça deviendrait condamnable. Alors là, ça commence à devenir compliqué. Après, ce qui est quand même incroyable, c'est que dans sa proposition de loi, il y a une notion totalement floue de provocation implicite. C'est le mot implicite. Ça veut dire que, en fait, il n'y a pas d'action, mais implicitement, il pourrait y en avoir une. Ça veut dire que sa loi deviendrait une loi sur la pensée. C'est ça, c'est-à-dire que ça serait tout d'un coup, vous l'avez pensé, implicitement vous l'avez pensé, donc vous allez être condamné. Waouh! Eh bien, bon courage à un juge pour arriver à se débrouiller avec ça, hein, parce que implicitement, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'un juge rentre dans la tête des gens pour dire C'est ah oui, Minority monsieur, Report. Hein.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est du Minority Report, film admirable d'ailleurs, qui traite vraiment bien Mhm. le sujet de la police de la pensée. Oui, le film a Euh, été écrit sur la loi Yadan, effectivement, mais Attends, mais c'est complètement fou. Et j'ai vu même, j'ai eu l'occasion de regarder deux juges indépendants de l'un comme de l'autre qui se sont exprimés sur le sujet. Ils se sont dit, mais attendez, si cette loi est votée, comment on fait? Comment on fait pour le mot implicite, c'est du grand n'importe quoi. Alors, le problème, c'est qu'il y a Aurore Berger qui s'y met, notre ministre des femmes et de je sais plus quoi d'ailleurs, qui au lieu de s'occuper d'autre chose, elle monte au créneau, elle en rajoute une couche et elle annonce qu'elle portera dans le futur, si jamais la loi Yadan passe pas, qu'elle portera un projet de loi contre les formes contemporaines d'antisémitisme basées sur les textes de Caroline Yadan. Waouh! Eh ben, dis-moi. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, on s'est réjoui. La loi a été, pour l'instant, rejetée. Mais quand je dis pour l'instant, ça veut dire qu'elle va être présentée au Sénat fin juin. Et si le Sénat n'a pas l'air d'aller dans le bon sens, le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, c'est-à-dire Sébastien Lecornu, va effectivement la faire passer, et il l'a dit lors je crois, d'une réception du CRIF, la fera passer à coup de 49.3, quand ah, même, bah, c'est plus simple. Après, il faut pas s'embêter dans la vie, tu sais. Euh, bon, on quand même. suivra en tout cas, effectivement, Claude, on suivra avec attention, dans tous les cas, cette fameuse loi Yadan, hein, la loi Minority Report à la française. En attendant, on a un autre sujet dont tu as souhaité nous parler ce soir, c'est le fameux Rosa Parks. Alors, une situation, là, vous voyez, encore une fois, nous, on prend la presse, les médias de grand chemin, hein, comme ça, vous pouvez pas nous dire qu'on est complotiste. C'est le Parisien qui le dit, une réelle situation d'insécurité, c'est un euphémisme. Après les Halles, donc c'est le parquet de Paris qui déclare désormais la guerre au crack à Rosa Parks. Alors déjà, il faudra peut-être expliquer ce qu'est Rosa Parks et quelles sont en fait les entreprises. Il y a BNP Paribas, le Roi Merlin, qui ont déjà quitté Rosa Parks. Qui sont en train Voilà. de quitter. Qui sont en train de quitter. Alors, Rosa Parks, bah, c'est un parc, un quartier commercial, hein, un énorme quartier, je le connais. Hein. Un jour, j'y suis allé, il y a longtemps, qui est à la lisière d'Aubervilliers. Donc, d'un côté, il y a Paris 19e et de l'autre côté, il y a Aubervilliers, il y a Rosa Parks, donc, qui est là, pas loin du périph'. Et donc, déjà, le quartier dégringole de plus en plus parce que malheureusement, il est livré à des individus errants, bourrés de crack. Le problème, il est là. C'est-à-dire, le problème, il y a du deal, trafic de drogue. Et les drogues, aujourd'hui, pour malheureusement beaucoup de drogués qu'il y a dans les rues, c'est le crack. Et le crack, ça rend complètement neuneux. C'est-à-dire, ça transforme un individu à peu près sain en une espèce de locumène en l'espace de très peu de temps. Donc le crack est vraiment une drogue hyper dangereuse. Alors le problème, c'est que les commerces s'en vont. D'abord, ça a commencé par BNP Paribas qui a dit bon, vous êtes gentils, hein, mais moi, nous, on en a marre du quartier qui baigne dans l'insécurité. Alors BNP Paribas, ils sont un peu faux cul quand même. C'est parce que au lieu d'annoncer franchement la couleur et de mettre quand même, de pointer du doigt les autorités, c'est-à-dire déjà la mairie de Paris, la police et voire même le ministre de l'Intérieur, monsieur Laurent Nunez, eh ben non. BNP Paribas s'est dit oui, non, on s'en va du quartier parce qu'on va aller à Levallois-Perret, là où nous avons déjà des biens et nous allons tout recentrer, etc. Au lieu de dire, bon, ils se barrent du quartier parce que c'est juste Parce que un ça peu craint. trop, tu vois, ça craint, quoi. Bah non, ça, ils sont quand même assez faux cul, ils le disent pas. Alors, le problème, c'est que le roi Merlin est en train d'embrayer le pas à BNP Paribas. Il y a un grand Leroy Merlin là-bas et c'est pareil. Leroy Merlin, se disent on ferme. Et là, ils sont en train de fermer.
Le problème aussi, c'est que eux, comme BNP Paribas, ils dénoncent pas la chose directement. Ils disent oui, voilà, c'est pour regrouper aussi nos magasins, blablabla, enfin du violon et du pipeau. Au lieu de montrer du doigt vraiment le problème et pointer du doigt les responsables, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, la police et la mairie de Paris, bah non, on préfère effectivement utiliser des formules édulcorées. En attendant, il restera plus que l'UGC, Decathlon et Leclerc. Eh bien, l'UGC a décidé de fermer aussi, donc bientôt ils vont s'en aller, et Decathlon aussi. Il va plus rester effectivement que l'Hyper Leclerc, jusqu'à quand, on ne sait pas trop. En revanche, donc, des employés ont témoigné, ils décrivent un climat anxiogène, c'est-à-dire que les employés, quand ils viennent bosser, eh bien, ils sont quelquefois raccompagnés assez tardivement par des vigiles de sécurité jusqu'à la gare, parce que il y a des zones mal éclairées, il y a des campements sauvages, il y a des individus errants bourrés de crinques. Et là, ça commence à devenir vraiment craignos, quoi. Donc, en fait, les riverains s'inquiètent beaucoup de la désertification commerciale parce qu'en fait, qu'est-ce qui va rester? Eh ben, au niveau commerce, il restera plus que le Leclerc. Et le Leclerc, jusqu'à quand? Alors ça, à un moment donné, je pense qu'ils s'en iront aussi. Et il restera plus de ce quartier, ben rien, à part des toxicos, des cracks et des dealers. Ben voilà, une bonne Donc, on est affaire. riverains. Il y a peut-être des bonnes affaires immobilières à faire. Hein. Oui, mais à mon avis, je sais pas si toi, tu aurais envie d'aller habiter là. Enfin, moi non plus. Moi, Non. non, en tout cas. Bon. Joker. Moi, non. Joker. Voilà. Ah L'excuse. bah, en plus, La carte du tarot, l'excuse, tu vois. voilà, c'est exactement ça. Alors, en plus, comme moi, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, je pense que je suis pas extrêmement un bon client pour le quartier, c'est qu'à de dire. Mais bon, ben voilà, ça fait partie de cette France qui se dégrade. Pas de surprise, malheureusement. Troisième sujet dont tu as souhaité nous parler. Alors là, vous le voyez, LVMH et L'Oréal qui dépensent des millions pour retarder l'interdiction de vente de leurs produits cancérogènes. Voilà. Et ben, ça démontre encore une fois de plus la puissance des lobbies à Bruxelles. Parce qu'en fait, voilà ce qui se passe. LVMH comme L'Oréal produisent, ça vous le savez, amis internautes, énormément de produits de cosmétiques, de produits de beauté. Le problème, c'est qu'énormément de cosmétiques et de produits de beauté sont malheureusement bourrés de produits chimiques et des produits qui sont quand même assez toxiques. Alors, on finit par se dire, bah oui, toutes les crèmes, mesdames, parce que les mecs s'en mettent moins sur le nez, quoi qu'aujourd'hui, on finit par se demander. Bon, passons, c'est un autre débat. Mais en tout cas, à force de se badigeonner de la crème, est-ce que c'est vraiment bien pour la peau ou est-ce que ça finit par être hyper nocif? Et en fait, donc, les géants du cosmétique, donc L'Oréal, LVMH, et il y a aussi un autre, il y a Hermès, je crois, ou je sais plus quel autre qui produit aussi quelques cosmétiques. En réalité, le problème, c'est que ces industriels font tellement de lobby. Déjà, ils bénéficient un an et demi pour sortir des rayons des produits dont les substances ont été classées cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Donc déjà, quand vous avez un produit toxique, il met déjà un an et demi à sortir des rayons. Mais entre-temps, les lobbies de ces grands groupes sont hyper actifs à Bruxelles. Et quand on parle d'hyperactifs, ils sont vraiment hyperactifs. Et ils font du chantage à l'emploi. Ça, c'est un classique, je dirais, des lobbies. Ça veut dire que oui, mais bon, si on retire nos produits, vous comprenez, il y a 300 000 emplois qui vont être menacés, blablabla. Donc, du coup, ils obtiennent des rallonges. Ce qui fait que d'un an et demi, on passe à encore une année de rallonge, voire plus. Et du coup, les produits sont toujours toxiques et sont toujours en vente libre. Non, mais on marche sur la tête quand même, quoi. Donc, il faut quand même souligner que LVMH, notre cher Bernard Arnault, a quand même dépensé en 2025, tiens-toi bien Alexis, entre 2 millions et 2 millions et demi d'euros pour tenter d'influencer les autorités européennes.
Ah, bah quand même. L'Oréal, eux, ils ont dépensé Chanel. Voilà, je cherchais, c'était pas Hermès. Hermès, c'était Chanel. Chanel et Mais si c'est L'Oréal, toi, eux, c'est donc ton frère, hein, donc c'est donc. voilà. Chanel et L'Oréal, ils ont dépensé un peu moins en 2025, mais ils ont dépensé quand même entre 900 000 à 1 million d'euros, quand même, pour faire fléchir les députés européens. Non mais on le croit ça? Eh ben oui, on le croit. Et alors, les lobbyistes, c'est bien. Là, ils ont fait des cartes de Noël pour les prochains Noël, hein. C'est-à-dire à la veille. Ah non, ils l'avaient fait aussi pour le réveillon de Noël 2025. Des eurodéputés avaient reçu, ils vont le refaire cette année, dans leur boîte mail, un petit cadeau, un séduisant carton d'invitation de la part de LVMH. Voilà, pour un déjeuner de travail dans les étages supérieurs de la tour du mastodonte de luxe, avec vue imprenable sur Bruxelles. Tout ça, ça se passe à Bruxelles, hein, évidemment. Donc, avec des visites et blabli et blabla. Bon, bref, petit cadeau, petit échange de services, voilà. Et ben oui, brave Jean, vous avez le droit de continuer à vous empoisonner avec la bénédiction de Bernard Arnault et de Madame de Bettencourt. Ah, bah, Ouais, intéressant. ouais, ouais, tant que la carte bancaire marche dans les magasins, il n'y a pas de raison pour eux de s'arrêter. Bon. Ben voilà, voilà. Euh, Autre sujet, toujours en France, les ZFE qui ont été retoqués à l'Assemblée nationale. Vous voyez, ici c'est LCP, la chaîne parlementaire qui le dit à suppression, des ZFE confirmés lors de l'ultime vote sur la loi de la simplification à l'Assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé, Claude? Eh ben, c'est une gifle. Alors là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle pour une fois qu'il y en a une. Ah, effectivement, l'Assemblée nationale a rejeté une nouvelle fois les ZFE. Vous savez, les ZFE, c'est les zones de forte exclusion. Voilà, hein, c'est pas mal, hein, les ZFE vus comme ça. Alors, bon, le gouvernement a quand même essayé par 5 fois tenter de sauver la mesure sous la pression de Marine Tondelier, des écolos, etc., etc. Et ils n'y sont pas arrivés. Alors ça, c'est quand même la bonne nouvelle du jour. Il faut reconnaître que il y a eu un député du RN, ma foi, il y a des gens bien partout, dans tous les partis politiques, qui est monté au créneau et qui a pointé du doigt en disant, attendez, les ZFE, ça va juste pénaliser les gens qui se servent de leur voiture pour aller travailler, c'est-à-dire les infirmières, les VRP, les commerciaux, les livreurs, etc. Et là, ça devient impossible. Alors, il y a même aussi un écrivain qui s'appelle Alexandre Jardin, qui est initiateur du mouvement des, plus loin gueux, hein, pas des gueux, parce que des fois ça peut prêter à confusion, et qui lui est monté au créneau et il a dit, écoutez, c'est bon, les ZFE, ça s'apparente à un passe-gueux, c'est-à-dire ça va permettre aux classes moyennes de s'infiltrer en territoire urbain sous contrôle administratif. Donc tout ça additionné a fait que, eh bien pour l'instant, bye bye les ZFE. Mais attention, c'est comme la loi Yadan. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est toujours retoqué, mais ça va être présenté quand même au Conseil constitutionnel, les sages, entre guillemets, parce que les sages, ça m'énerve de les avoir baptisés les sages. Ils vont quand même regarder si c'est bien conforme au droit que cette proposition ait été retoquée. Donc, Mmh. affaire à suivre. Ne Et il faut tout, sait-on jamais, hein, finalement, un vote pourrait être, pourrait apporter une meilleure réponse au gouvernement. Bon, passons à l'international. En tout cas, là, tu as voulu nous parler peut-être du. Alors là, ça sera peut-être pas un casse-tête pour Donald Trump qui est en grande difficulté en Iran, mais Donald Trump qui se dit que les midterms arrivant, que l'Iran n'est finalement pas probablement le succès qu'il escomptait mettre sur la place publique pour redorer son blason et avoir une bonne publicité. Peut-être bien que Cuba finalement pourrait intervenir avant les midterms pour donner un coup de boost au candidat Donald Trump qui se représentera devant les électeurs. Donc, de mémoire, c'est le mardi 3 novembre prochain. Oui, ça doit être ça, oui, c'est ça. Oui, c'est intéressant d'analyser un peu parce que Trump, il a menacé Cuba. Mais d'ailleurs, moi, je me suis toujours posé la question, comment depuis plus de 40 ans, cette minuscule île qu'ils appellent Cuba
sous régime communiste, et un communiste quand même pur et dur, hein, Fidel Castro. Nous n'allons pas refaire l'histoire, mon cher Alexis. Et puis rester comme ça, sans être inquiété plus que ça, je parle militairement parlant, par les Américains. Ça m'a toujours posé un peu une énigme. En tout cas, il y a quand même un embargo qui est de mise, malheureusement, sur les Cubains. Donald Trump a donné un tour de clé à l'embargo pétrolier. Du coup, les Cubains aujourd'hui, il faut le savoir, j'ai lu des témoignages d'une dame qui est allée, je crois que c'est une Américaine qui est allée il n'y a pas longtemps et qui a pu constater que malheureusement, le peuple souffre beaucoup, c'est-à-dire que comme il y a une raréfaction de l'essence, eh ben les gens se déplacent peu. Il y a moins d'électricité, donc souvent Cuba est dans le noir parce qu'il n'y a pas de production électrique ou très peu. Il commence à manquer quand même de nourriture, ça commence à manquer beaucoup aussi de médicaments et de produits de première nécessité. Quant aux hôpitaux, ils ont des petits problèmes quand même d'approvisionnement aussi de médicaments et autres produits. Pourtant, la médecine cubaine est assez réputée dans le monde entier comme étant une médecine de pointe. Alors, pourquoi Trump en voudrait tout à coup à Cuba? Maintenant, il faut se pencher. Moi, j'aime bien me pencher, tu vois, Alexis, sur l'économie. Cuba, le sous-sol cubain, c'est du nickel, du fer, du cuivre, du chrome, du cobalt. C'est déjà pas mal pour une petite île, mais il y a mieux. Il y a des gisements pétroliers offshore au large de la côte nord de Cuba, estimés en production de barils bruts, estimés entre 4,6 à 9,3 milliards de barils bruts. Ah, on commence à comprendre un petit peu mieux pourquoi tout à coup Donald Trump, avec ses appétits d'engranger quand même de l'argent et des bénéfices, s'intéresse de près à Cuba. Alors, le problème des embargos, c'est que malheureusement, c'est pas nouveau et les USA sont quand même les maîtres dans la manipulation des embargos, parce qu'en ce moment, l'embargo américain envers les populations cubaines, c'est toujours le même schéma, hein, asphyxier, étrangler, plier, et piller. C'est ce qu'ils font en Iran quand même depuis longtemps. Faut quand même rappeler que l'Iran est sous embargo depuis longtemps. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Et d'ailleurs, Donald Trump, je le rappelle ici, lors de son premier mandat, il avait donné un tour de clé à l'embargo qui était déjà énorme sur le peuple syrien. Il avait donné un tour de vis supplémentaire alors qu'il n'y était pas obligé. Comme quoi. Donc, ce qu'il faut comprendre, eh bien, il fait peut-être ça aussi pour redorer son blason qui est très terni, parce que son blason, il est en baisse, vu que les USA sont enfoncés dans le bourbier du détroit d'Ormuz, là-bas. Peut-être qu'il veut redonner un peu, il veut redorer son blason auprès donc des Américains. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Mais je pense aussi qu'il veut peut-être, il a des visées économiques. Et puis en plus, et pour en Donald Trump, finir. des visées économiques, disons, je suis choqué par tes mots. Et puis dernier point peut-être, ça lui ferait tout un arc, hein, l'arc du Groenland, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, avec Cuba. Eh bien, ça serait tout un arc complet avec en face l'arc eurasiatique, c'est-à-dire l'Asie, la Fédération de Russie, l'Asie, etc. L'Europe au milieu, on est toujours les vassaux donc des USA, donc rien de nouveau sous le soleil. Affaire à suivre. Voilà. Affaire à suivre. Alors, une autre affaire à suivre, c'est la fameuse suite des informations de santé de l'agence européenne qui s'appelle EMA, c'est European Medical Agency, alors Medicine Agency, pardon, une fuite de documents en millions de données de particuliers. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette encore cette brillante sécurité ou sécurisation, je devrais dire, de nos données personnelles et confidentielles? Alors déjà, l'EMA, c'est donc l'European Medicine Agency, donc l'Agence européenne des médicaments. Ils ont mis 3 ans. Déjà, je trouve, qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant 3 ans? Je ne sais pas. Ils ont mis 3 ans à détecter une fuite de millions de données. Et là, on parle d'une fuite de millions de données médicales. Donc, cette agence européenne, déjà, l'EMA, avait déjà été accusée d'avoir ordonné la suppression de données sur les effets indésirables des vaccins Covid. Donc déjà, il y avait déjà quelque chose qui ne collait pas.
Mais il y a une réalité encore plus dérangeante, c'est que pendant 3 ans, l'EMA a laissé fuiter des millions de données médicales. Alors, qu'est-ce que c'est les millions de données médicales? Évidemment, c'est les noms, les identités donc des gens, c'est leur numéro de sécu, c'est leur pathologie, c'est enfin tout quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, braves gens, si vous pensez être anonyme aujourd'hui, avec le pillage des données de partout d'ailleurs, on l'a évoqué déjà avec des revues de presse des précédentes. Non mais c'est fou. Aujourd'hui, il faut pas s'étonner si notre identité, il y a autant d'usurpation d'identité. Hein, je veux dire, mais c'est quand même invraisemblable, quoi. Donc c'est quand même extrêmement grave. Le problème, c'est que il y a quand même donc 10 millions de rapports individuels d'effets indésirables aussi sur les histoires de vaccins qui ont été délibérément supprimés. Il y a les fuites de plus de 3 millions de données. Enfin bon, bref. Et qu'est-ce qu'on risque, braves gens, là-dessus? Rien. Un risque de réidentification. Oh, excusez du peu. C'est-à-dire qu'effectivement, vos informations peuvent être utilisées pour réidentifier, usurper, etc. On vit dans un monde merveilleux. On se demande ce que foutent les ingénieurs les ingénieurs. Oui, mais tu sais, à l'Union européenne, on vient de lâcher 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, Oui, puisque vous avez peut-être suivi aujourd'hui le oui, fameux nouveau Premier ministre hongrois, Peter Magyar, s'est couché, il a validé le prêt, dont nous payerons une énorme partie, puisque je crois qu'on est, on est contribuable à hauteur de 23%. ouais, Ou c'est 21 ouais, ou 23%, j'ai oublié ouais. exactement le chiffre, de ces 90 milliards qui viennent donc d'être validés aujourd'hui. Donc effectivement, il n'y a plus d'argent, excuse-moi, mon cher Claude, il n'y a plus d'argent pour la sécurité de nos données personnelles. Et puis d'ailleurs, en plus, je pense qu'ils s'en moquent. Allez, dernier sujet de cette revue de presse, on va parler un petit peu d'économie. On va commencer en douceur avec le nouveau chef de la Banque du Vatican. Tu vas nous le présenter. Alors là, c'est une brève, mais c'est une brève qui m'a attiré l'œil quand même. Je me suis dit quand même, ça c'est quand même intéressant. Alors, le nouveau directeur de la Banque du Vatican, qui en fait s'appelle l'Institut, en fait, oui, ça s'appelle l'Institut pour les œuvres de religion. Et voilà, ça c'est la Banque du Vatican, c'est le terme exact. Et en fait, un dénommé François Poli a été donc élu président du conseil de surveillance de l'Institut pour les œuvres de religion. Alors, cette Banque du Vatican gère l'argent, les biens et les œuvres caritatives de l'Église. Donc lui va commencer en 2026. Bon, jusque-là, on se dit, bon, il y a un nouveau directeur, pourquoi pas, ma foi. Bon, voilà. Sauf qu'il y a un bémol quand même, c'est que François Poli, un gros bémol, il a été Un gros auparavant bémol, directeur oui. général du groupe Edmond de Rothschild. Or, le siège parisien d'Edmond de Rothschild a été perquisitionné le 20 mars par la police française parce que lié à Epstein. Ah, alors là, double bémol. 1, Rothschild. 2, Epstein. Donc, pour une banque privée qui gère quand même l'argent, les biens et les œuvres caritatives de l'Église, et que cette banque n'a d'ailleurs que 12 000 clients, hein, pas plus, mais des gros clients qui sont liés à l'Église, moi, ça m'a interpellé. Je me dis, la vache, quand même, ils ont mis quelqu'un, ah ouais, Très ah bon ouais, choix. c'est Ouais, ah ouais, très bon choix. ah ouais, très bon choix. Ah ouais, bon voilà, affaire à suivre. Hein. Affaire à suivre et puis on va finir toujours dans la même veine. On va parler de nos fameux amis de BlackRock, Claude, et on va parler de Philippe Hildebrand. Alors, nos internautes probablement ne connaissent pas Philippe Hildebrand. Qui est-il, Claude? C'est un banquier suisse. Hein, la Suisse, l'optimisme suisse sur les comptes bloqués. Ma foi, c'est merveilleux. Bon, alors, ceci dit, Philippe Hildebrand, c'est le vice-président quand même de BlackRock et il y est quand même depuis 2012. Quand même.
Ça fait 14 ans qu'il est vice-président de BlackRock. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup. J'ai cru que tu allais dire ça fait 14 ans qu'il arnaque tout le monde. Oui. Bah, ma foi, ça, d'une certaine façon. Mais ceci dit, on entend beaucoup parler de Larry Fink. Évidemment, c'est le président de BlackRock. Et lui, c'est le vice-président. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, BlackRock, mais c'est monstrueux quand même. À l'époque où j'ai écrit mon livre, Les démasqués sur BlackRock Vanguard, BlackRock gérait, donc en septembre 2023, gérait 9 000 milliards d'actifs. Aujourd'hui, BlackRock gère 13 500 milliards d'actifs. Quand même. En 3 ans. Ah, même pas. On se dit quand même, ça, c'est complètement fou. Alors, c'est une le belle problème, réussite. hein? C'est une belle Pardon? réussite. Tu n'encourages pas les petits entrepreneurs, toi. Non, bah, oui, j'aimerais bien. Mais alors, ce qui est intéressant avec Philippe Hildebrand, c'est qu'en tant que vice-président de BlackRock, il est aussi membre du groupe of 30, le G30. Alors, je me suis dit qu'Isako, ce groupe of 30, je n'ai jamais entendu parler, comme quoi on en apprend tous les jours. Et le G30, en fait, c'est un think tank, déjà américain, basé à Washington. Tiens donc, on n'est pas étonné. Fondé en 1978 par la Fondation Rockefeller. Oh, ben j'ai décidément, quand on n'a pas les Rothschild, on a les Rockefeller. Ça, c'est intéressant. C'est petit crime entre amis. Voilà, c'est quand même complètement fou. Dès que tu mets le nez dans la haute finance internationale, tu trouves Rothschild et Rockefeller. C'est complètement dingue. Alors, quand même, ça regroupe les financiers les plus, ce G30, hein, regroupe les financiers les plus importants de la planète et des universitaires de haut vol. Ça traite des marchés d'échange, on s'en doutait, de la monnaie, des marchés internationaux, des institutions financières et des banques centrales. Et, cerise sur le gâteau, en ce moment, il y a un des membres, c'est un Français. Alors, sur le coup, j'ai dit, ah bon, sans blague. Jean-Claude Trichet. Ah ben oui, l'ancien gouverneur de la Banque de France et l'ancien président surtout de la BCE. Oh, voilà du beau monde. Voilà, mais c'est toujours très intéressant hein, quand même. Hein. Comme quoi, ce microcosme qu'est l'oligarchie financière mondiale apatride internationale, c'est vraiment un microcosme. Et c'est les dents de requin, hein, c'est les dents de requin. Ils ont les dents bien aiguisées quand même. Hein. Ça, je te le confirme qu'ils ont les dents bien aiguisées. Tu as raison, Claude. C'était une revue de presse absolument passionnante. Encore, tu nous as trouvé des perles. Mais j'ai noté que tu nous as trouvé une information positive. Tu sais, on avait dit un jour, il faudra faire une revue de presse avec des informations positives. Bon, là, on en a une déjà. C'est déjà pas mal. Les amis, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine avec Claude Janvier dans la 21e revue de presse. D'ici là, n'oubliez pas, mec, Divergence Great Again. Alors, c'est pas compliqué. Faites un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, bien entendu, activez la cloche pour les notifications de nos prochains programmes. Et puis, si vous voulez faire un don, eh bien, tout simplement sur notre site internet aussi, divergencepolitique.fr. Je rappelle que sur ce site, il y a des articles nouveaux tous les jours. Donc, il y a du contenu presse aussi. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Il n'y a pas que de la vidéo. Il y a aussi des articles qui sont rédigés par Paolo, notre rédacteur en chef d'ailleurs, que je salue et qui fait un travail extraordinaire sur le site. Donc, vous pouvez faire un don directement sur le site ou bien par YouTube avec le bouton. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle le bouton sur YouTube pour faire les dons. Bref, vous devez savoir ça mieux que moi, chers internautes. Ou bien tout simplement, vous le voyez, le QR code. Eh bien, c'est pas compliqué. Avec votre téléphone portable, vous scannez ce QR code. Ça va vous emmener sur la plateforme PayPal ou bien Stripe. Vous choisissez ce que vous préférez. Et puis, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire un don, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 1000 euros, 1 milliard d'euros. Si vous travaillez chez BlackRock, vous pouvez vous le permettre. Eh bien, écoutez, soutenez-nous en tout cas. Je vous le rappelle, il n'y a que vous qui nous soutenez, donc c'est important. Claude, 1000 fois merci. Une revue de presse qui a été absolument passionnante. Je te souhaite une très bonne semaine et puis on se retrouve avec des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, écoute, je sais pas, on verra. Si j'en trouve, promis, je les donne. Si j'en trouve pas, vous m'en voudrez pas. Alexis, un énorme merci. Amis internautes, merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.